Alors bonsoir à ceux qui vont regarder la vidéo plus tard via mon site internet. Je suis l'auteur du livre 30 sutures sur mon cœur, vibrations de lumière sur mon âme. Mon livre est venu, dans le fond, suite à une conférence que j'avais faite à 20 ans, portant sur l'anorexie. Ça m'a donné envie de continuer à aider, à accompagner les personnes où moi j'avais été seule à traverser une difficile période de ma vie. Dans mon livre, vous allez remarquer qu'il y a comme deux titres. Au départ, ça devait être un recueil de poésie que j'avais suggéré à ma maison d'édition Les Trois Colonnes. Mais j'avais à cœur de faire une partie de ma vie en biographie, comme je l'ai dit, pour pouvoir accompagner et aider des gens. Ma maison d'édition m'a suggéré d'incorporer des poèmes dans mon livre. Donc, au début des paragraphes, vous retrouverez des bouts de mes poèmes et à la fin de mon livre, des poèmes au complet. Dans mon livre, il y a également la présence de paroles, de chansons, de la personne que j'affectionne plus que tout au monde. Et ces paroles accompagnent l'ouverture de chaque chapitre. Également, mon livre comporte le mot « lumière » dans le titre, comme ce soir dans la conférence. Lumière est un mot qui est utilisé depuis des centaines d'années dans les religions, dans la spiritualité. Ma chanteuse préférée l'a chanté une partie ou dans la quasi-totalité de sa carrière. Pourtant, le mot « lumière » porte encore à confusion. On m'a demandé, il n'y a pas tellement longtemps, si je faisais partie d'une secte. Probablement à cause du mot « les lumières », parce que je le dis souvent, atteindre la lumière, trouver la lumière. Si le mot reste un peu tabou ou intangible, peut-être qu'on devrait se poser la question sur l'inverse de la lumière. Par définition, l'inverse de la lumière, c'est l'ombre. Quelles sont les ombres? C'est quoi l'ombre quand nous voulons chercher la lumière? Les ombres, ça peut être autant les blessures que l'on porte à l'intérieur de nous, les manques qui en résultent. Ça peut être une maladie physique, une maladie mentale, de la tristesse, des deuils, mais aussi, ça peut être la fermeture d'esprit, le manque d'amour, le manque de respect, et bien sûr la violence psychologique, la violence physique. Est-ce que les personnes qui ont vécu des traumatismes ou des choses vraiment difficiles, plus que ce qu'on peut rencontrer de façon habituelle ou qu'est-ce qui est plus commun dans nos vies, ont tendance à avoir envie de rejoindre plus la lumière ou la comprendre, en comprendre mieux le sens? Moi, je crois que oui, et d'ailleurs, il y a des recherches, il y a des personnes qui se sont posées sur la question. Donc, et semblerait-il qu'il y a un lien. Quand on souffre beaucoup, quand on passe proche de la mort, comme ça a été mon cas, nous développons une envie de vouloir se libérer, de s'alléger, d'aller au-devant de la vérité, donc de la lumière. Au début de mon livre, j'explique que nous n'avons pas tous le même cheminement personnel. Pour certaines personnes, c'est très important de vouloir comprendre certains patterns, de vouloir atteindre justement la lumière, de se dégager des ombres que l'on peut vivre, de notre tristesse. Pour d'autres, c'est complètement pas nécessaire. Je dis qu'il faut respecter le choix des autres. On a chacun notre chemin de vie.
Je cite aussi dans mon livre plus sous forme de survol. Je ne rentre pas dans les détails de ce que j'ai vécu et je nomme pas de nom non plus. C'est voulu. Vous comprendrez que quand on fait une biographie, il faut quand même faire attention à la vie privée des gens qui sont de proche ou de loin en interaction avec notre livre. Sur ça, je tiens à préciser que j'ai même pris la peine de demander un avis juridique sur mon livre afin de m'assurer que j'étais conforme et que j'allais pouvoir partager mon message d'amour et d'espoir en toute liberté. Quand tu chantes, je chante avec toi, liberté. Nana Mouskouri. De nombreuses personnes n'hésitent pas à dire qu'ils ont vécu une enfance difficile. Au niveau de la psychologie, c'est tout à fait normal. Ça fait partie d'un processus normal afin de pouvoir prendre notre place en tant qu'individu dans la société. Dans le fond, ça nous définit. Le problème, c'est si on reste aux prises avec nos blessures d'enfance et qu'on n'arrive pas à prendre notre propre place dans la vie. Toujours en psychologie, vous l'avez sûrement déjà entendu, les années les plus importantes d'un humain pour la construction d'un humain seraient de 0 à 7 ans. Donc, c'est un petit peu normal que beaucoup d'entre nous trouvent que ça a été une période, des fois un peu de déchirement, à l'adolescence aussi bien sûr, mais à l'adolescence, on s'affirme plus. De 0 à 7 ans, on est plus comme des éponges de ce qui nous arrive et le bagage, on ne veut pas, nous reste. Moi, enfant, j'étais douce. J'étais sensible. Et j'étais calme aussi. Peut-être un peu effacée, très réservée, un peu gênée. J'avais une facilité de connexion avec les choses autour de moi et aussi avec la nature. Il me semble que je rentrais dans une genre de symbiose facilement. Probablement ma sensibilité. Mais aussi, ça m'arrivait de faire des rêves sans parole, où un bien-être, un amour, une présence émanait, et par lequel, toute la journée durant, je me sentais comme accompagnée, enveloppée. Ma différence ne plaisait pas beaucoup autour de moi. On me trouvait rêvasseuse, on me trouvait pleurnicheuse. On me disait même de prendre exemple sur certaines personnes afin d'être plus forte. À 8 ans, j'ai commencé à prendre conscience que j'étais différente de la société. Et à 8 ans, j'avais déjà besoin de liberté. Je dansais déjà beaucoup à 8 ans. Ça a l'air que je dansais même quasiment en couche. Mais ça a été le début de mon amour pour la musique. Quand je me retrouvais seule, je faisais jouer les disques vinyles qu'on avait à la maison. Ça me permettait d'avoir un espace de rêve, de liberté et de joie. C'était mon petit temps à moi. À la fin de mes séances de musique, je prenais dans mes bras le disque de Nana Mouskouri, La Dame de cœur sur mon cœur. J'allais puiser dans sa voix douce la tendresse qu'il me manquait.
Et quand je regardais sa pochette, par ses yeux profonds, son regard profond, j'allais chercher une présence d'âme. Puis dans ses paroles, ce qu'elle appelle le rêve, les paroles de ses chansons, moi j'allais épuiser la magie. Je suis pas très groupie. J'ai pas cherché à savoir rapidement qui elle était. Puis en plus, on n'avait pas Internet, je n'avais pas facilement accès aux revues, à des journaux, quoi que ce soit. Ça a été assez tard avant que j'ai découvert qu'elle avait eu elle aussi une enfance particulièrement difficile. Ça m'a amené à comprendre un peu plus pourquoi elle avait réussi à m'atteindre. Par la suite, au fil des événements que je vivais, au fil de mes expériences, je me suis rendu compte que finalement j'avais la même quête qu'elle, c'est-à-dire une quête d'amour, de respect et de vérité. Nana est la seule personne que la vie m'a présentée qui me rejoint autant. Grâce à elle, l'amour que je porte peut s'exprimer. Un jour, j'ai un ami qui me dit que je ne pouvais pas rater un événement où ce que Nana serait présente. C'est l'amour de ma vie. Puis sur le coup, j'ai resté surprise, puis on pense toujours l'amour de ma vie égale conjoint, partenaire de vie. Mais non, c'est vrai. Nana, c'est l'amour de ma vie. J'ai eu la chance de la rencontrer 2 fois depuis les 2 dernières années, de lui dire que je l'aimais plus que tout au monde avec mon fils et de lui remettre une copie de mon livre. J'aimerais beaucoup qu'elle prenne le temps de le lire afin de connaître mieux la personne que je suis. Je ne me considère pas comme une femme qui désire seulement avoir des autographes ou peu importe. J'ai vraiment un lien. À quelque part, Nana m'a sauvée quand j'étais enfant. Quand je me disais, si elle a chanté en étant sensible, alors moi aussi, je peux être sensible et vivre. Donc, mon enfance jusqu'à l'adolescence, ça a été un peu d'étouffement de qui j'étais à l'intérieur de moi, de ma nature profonde, versus trouver un endroit en moi pour pouvoir continuer de vivre, être moi-même, continuer d'entretenir la magie que j'avais avec ce qui m'entourait. L'adolescence est arrivée, ça a été le début des responsabilités. Moi, j'ai été élevée sur une ferme, donc le travail commence assez tôt, de faire partie du travail, de toute cette organisation. Et j'avais décidé de rester avec mon père. Mes parents se sont divorcés, mais moi, je ne voulais pas quitter la campagne. Par contre, je me suis retrouvée comme un peu la femme de la maison. Je faisais les repas, j'ai appris à faire les repas. Pauvre papa, je ne sais pas comment il a fait, mais au début, c'était pas mangeable. Puis, à faire le ménage, tout ça, et aller à l'école, bien sûr, et aussi à la ferme, aider à la ferme, mais surtout l'été, en période estivale. Donc, beaucoup de choses se passaient. Je me sentais comme un peu écartelée, un peu divisée et quand même une bonne charge de pression sur mes épaules. Parallèlement, dans cette adolescence, mon premier amour est arrivé. J'ai vu en cet amour l'occasion de pouvoir refaire le monde, refaire mon monde à ma façon.
On s'aimait, ça allait très bien. Au début, il y avait les cadeaux. Mais voilà qu'après environ 1 an, la nature de notre relation a changé. J'ai commencé par ne pas pouvoir choisir le restaurant où on allait manger, pas pouvoir choisir le film qu'on allait regarder, ni même le poste de télévision. Par la suite, la jalousie, la possession ont commencé à s'installer. À 16 ans, je dois vous avouer que ça, je ne le voyais pas trop d'un mauvais œil, car je croyais que c'était une forme d'amour qu'il ne voulait pas perdre. Mais de fil en aiguille, ça se tricotait, ça se travaillait, c'est pas arrivé du jour au lendemain. Mais les cris sont arrivés. Et la violence psychologique, les mots méchants et les relations sexuelles forcées. À ce moment-là, je savais que j'étais pas dans une relation saine. Cette relation a été comme la goutte qui a fait déborder le vase. Tout ce que j'avais vécu les années d'avant, je me suis écroulée. Un jour, je me suis vraiment mis à genoux dans le gazon, à regarder le ciel et à prier. Je ne savais pas ce que j'avais. Mais je savais que j'allais pas bien. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Mais je voulais m'en sortir ou comprendre ce qui n'allait pas. Quelques jours plus tard, j'ai contacté mon médecin. Ça a été comme le premier réflexe que j'ai eu. Je l'ai rencontré vraiment quelques temps après, vraiment très rapproché de mon appel. Elle m'a pesé, elle a pris mes signes vitaux. J'avais une bonne petite idée quand je suis sortie de son bureau de quel mal j'avais, quel mal me grugeait de l'intérieur. Mais il fallait que j'y aille le consulter un petit peu plus loin afin d'avoir le pronostic juste. Donc, j'ai commencé à avoir des rencontres avec une psychiatre à raison d'une rencontre par semaine. Quand j'allais à ces rencontres, j'essayais d'être positive, d'être forte. Je voulais montrer que j'allais m'en sortir. J'avais gardé quand même un bon moral. Puis, quand je revenais chez moi, ou entre autres avec mon copain, je lui parlais des séances que j'avais avec la psychiatre. Mais il n'y a rien qui changeait, il n'y a rien qui s'améliorait. Et les choses ne faisaient que rempirer. Un jour, j'arrive à mon rendez-vous avec ma psychiatre. Je ris plus, je suis plus positive, je suis pas capable. Je me sens vidée, mais vraiment vidée de mon âme, une sorte de pantin. Je jase un peu avec elle, et finalement, elle me dit qu'elle veut que je rentre à l'hôpital. Je pleure, moi je pleurais, puis je voulais pas rentrer à l'hôpital. Je voulais au moins aller dire salut à mes amis, leur expliquer et ramasser un peu de mes effets personnels avant de pouvoir passer un séjour à l'hôpital. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle m'a dit « Il faut que je te sorte de ta vie. » Je me rappelle, j'ai arrêté de pleurer, j'ai figé. J'ai recommencé à pleurer. Mais là, je pleurais pour deux choses. Je pleurais parce que je réalisais à quel point j'étais rendue au fond du trou.
à quel point je l'avais échappé. À quel point j'avais réussi à descendre si creux. Mais je pleurais aussi parce que, enfin, j'avais quelqu'un qui me disait que j'étais pas folle. Quelqu'un qui ne me disait pas que je m'inventais tout ce que je vivais. Au contraire, c'était à un tel point où ce qu'elle remarquait qu'il fallait que vraiment je prenne un espace avec tout ce qui m'entourait pour pouvoir prendre une pause. Sans elle, aujourd'hui, je dois avouer que je ne sais pas je serais où. Je ne voulais pas vraiment mourir, ou je voulais mourir, mais je ne voulais pas me suicider. Mais je ne sais pas comment ça aurait fini, je ne voyais plus. Quand on est pris dans de la violence psychologique et physique, ça se tricote en nous, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça joue beaucoup sur l'estime de la personne, tu sais, ça s'installe. Bref. Je ne raconterai pas en détail le bout que j'ai passé à l'hôpital. J'en parle un peu plus en profondeur dans mon livre, une question de temps. Mais je peux vous dire que l'hôpital a été la meilleure place où je pouvais être. Non, ça n'a pas été le fun, j'ai vraiment vécu l'enfer. Mais c'était un lieu neutre, où je pouvais avoir mal, tranquille. Je pouvais être qui j'étais. Et je pouvais aussi enfin avoir de l'espace pour descendre en moi, puis aller affronter mes démons, en fait. Parce que justement, ça a été une période très douloureuse. Tout ce que j'avais refoulé de moi, depuis le temps où on m'a dit à 8 ans d'essayer de prendre l'exemple chez les autres pour être ceci, cela, jusqu'à cette période de violence avec ce conjoint, je me suis tellement fermée, renfermée en dedans de moi-même, que le fait de pogner le fond et d'être dans un lieu neutre a permis à toutes ces émotions de remonter à la surface. J'ai vraiment vécu toutes sortes de choses, toutes sortes d'émotions, mais c'était nécessaire pour que je puisse m'orienter vers un chemin de guérison par la suite. De la rage, la tristesse, des frustrations, le manque d'amour, d'attention, de tendresse, l'accompagnement, peu importe. Je vais quand même vous dire qu'à l'hôpital, bien sûr, il y avait les pesées hebdomadaires. Je détestais. Il y avait aussi quelques tests qui ont été passés, dont un, entre autres, que je me rappelle, on m'avait confirmé que ma mécanique d'organes internes, surtout au niveau reproducteur, n'avait pas été atteinte. J'avais perdu mes menstruations, mais j'allais pouvoir avoir des enfants plus tard. On surveillait ce que je mangeais, mais pas de façon oppressante, ce qui m'a permis de conserver une distance où ce que je pouvais réhabiliter petit à petit la nourriture. Mais la nourriture et l'anorexie, premièrement, j'ai envie de souligner qu'il y a comme 2 sortes d'anorexie, à ma connaissance, je ne sais pas tout. Il y a l'anorexie de ceux qui veulent vraiment maigrir, qui se trouvent grosses. Et moi, c'était... En fait, je ne vous ai pas dit pourquoi je suis rentrée à l'hôpital. C'était un effet secondaire de la dépression majeure que j'ai vécue. Mais les deux, au bout du compte, ça se rejoint. Les deux, on se trouve grosses.
on veut maigrir. Moi, dans mon cas, il y avait l'aspect, je voulais m'effacer. M'effacer afin que la violence ne me voie plus. Mais c'est inconscient, là. Donc, j'ai été visiter les bas-fonds de mon abîme, entre autres le temps que j'étais à l'hôpital. Et il y avait une infirmière qui m'avait même dit que je vivais des choses que quelqu'un à 50 ans ne vivra jamais de sa vie. Je pensais qu'elle voulait m'encourager, mais avec du recul, puis après avoir passé cette période-là, je me rends compte que ça vient brasser beaucoup d'affaires en soi. Vraiment, je vais expliquer tantôt qu'est-ce que ça m'a apporté un peu, entre autres. Mais aussi, ça demande de développer une force intérieure et mentale hors des limites que tu penses que tu peux faire. Donc, je peux dire que j'ai été chercher mon âme que j'avais perdue dans le temps que j'étais hospitalisée. Écoute, je souffle ma vie comme un cœur qui bat et je me promène au hasard du temps. Je suis seule au monde. 2 mois plus tard, en passant, pardon, moi c'est une évidence, c'est des paroles de chansons de Nana Mouskouri. 2 mois plus tard, j'ai sorti de l'hôpital. Aussi seule que j'y étais entrée. Par contre, j'avais pris des couleurs, j'étais moins blême. Et j'avais été chercher, en allant chercher mon âme en enfer, un peu d'affirmation de soi. J'avais pas fait tout ce travail-là. J'avais pas rentré à l'hôpital pour rien. Quand je suis sortie de l'hôpital, la bataille n'était vraiment pas gagnée, mais avec rien, vraiment. J'ai commencé par laisser le conjoint, mon copain, qui me faisait de la violence. J'avais mon secondaire à finir, qui pour moi était important. J'ai eu des professeurs et des directrices de l'école compréhensibles. J'ai pris les cours avec les crédits qui allaient me permettre d'avoir mon diplôme secondaire. Ils me mettaient même dans une pièce à part pour faire mes examens, question que j'ai le calme, pour être capable de me concentrer. La bataille n'était pas terminée non plus. Rendue à l'été, je me suis trouvé un emploi dans une épicerie afin qu'il rentre un revenu plus constant. Je devais bien sûr suivre un psychologue pour m'aider à guérir et surpasser la violence psychologique. Mais en parallèle, il fallait que je consulte aussi pour l'anorexie. Et la spécialiste que j'ai trouvée n'était pas couverte par le régime d'assurance maladie du Québec. Donc, je travaillais pour payer mes séances avec elle. Quand j'ai commencé mon traitement au niveau de l'anorexie même, mais qui est toujours en parallèle avec la dépression majeure, avec le psychologue, j'ai appris, dans le fond, il fallait que je regarde qu'est-ce que je mange, que je trouve qu'est-ce qui m'empêche de manger, ou même qu'est-ce qui me cause des rages. Parce que quand j'ai commencé à guérir de mon anorexie, j'ai été du côté un petit peu de la boulimie. Un peu comme un trop vide amène un trop plein, ou
s'empêcher de manger, ne pas se donner le droit de vivre et tout d'un coup, on veut vivre. Toujours est-il qu'il y a vraiment un équilibre qui doit se faire dans le corps. Puis l'équilibre va jusqu'à... Moi, je ne savais plus quand est-ce que j'avais vraiment faim. Je ne savais plus quand est-ce que j'étais vraiment rassasiée. C'est tout ça qu'il a fallu que je réapprenne et surtout décortiquer les émotions. La bataille n'était pas terminée du tout. Rendu à la fin de l'été, mon cégep allait commencer, la technique pour laquelle je travaille encore aujourd'hui, qui est mon emploi principal, allait commencer que mon ex-copain, un soir, est venu me trouver à mon emploi et m'a vraiment crié après devant tout le monde. Il était rendu en couple, mais paraîtrait-il que je faisais encore partie du décor. Quand je suis partie de mon travail ce soir-là, j'ai appelé la police. Puis, j'ai fait ce qu'elle m'a suggéré. Pour que la police puisse agir, ça prenait une mise en demeure au niveau de la justice. Ce que j'ai fait, j'ai été me procurer une mise en demeure. Le cheminement, le processus n'a pas été si long. J'avais peur de sortir de chez moi. Tant il y a si longtemps que je n'avais pas cette mise en demeure. Mais par la suite, je me suis promenée, je ne sais pas combien de temps, mais très longtemps, je me déplaçais avec la petite carte de la police, de son nom, avec son numéro de téléphone, au cas où j'avais de la visite qui n'était pas bien reçue. Finalement, il a respecté la mise en demeure. Je n'ai jamais eu besoin d'appeler la police. Mais j'ai vraiment resté très longtemps avec la carte de la police dans ma poche. Donc, c'est sur tout ce travail, autant au niveau de lui, autant au niveau de mon anorexie, de ma dépression, qu'à l'automne, je commence mon cégep. Ça a été une période très difficile. J'avais encore de la privation au niveau de l'anorexie, c'était pas facile. J'ai dû arrêter de travailler, donc arrêter de me payer ma spécialiste en anorexie parce que j'étais trop fatiguée. Mais je connaissais le mode d'emploi et je voulais vraiment m'en sortir. Donc, j'ai pu continuer de faire ce que je faisais avec elle. Puis à la limite, j'aurais pu probablement consulter d'une autre façon. Mais... toute l'énergie que j'avais, je la passais pour étudier, puis ma santé. Tout le long du cégep, ça a été ça. Mais j'ai eu mon diplôme et j'étais très fière. À la fin de mon cégep, par contre, j'allais vraiment mieux. C'est un cégep, c'est une technique de 3 ans. J'ai pu, à travers mes études, comme je le disais, c'était ma santé que je continuais. Et ça se construit jour après jour. Les choses finissent par rentrer en ordre. J'ai pu travailler dans mon domaine quand je suis sortie de l'école, mais ça a pris 1 an avant que je me trouve un emploi vraiment temps plein où j'ai pu voler de mes propres ailes, avoir mon premier appartement et en faire mon petit cocon, ma petite bulle. Ici aussi, je vais devoir sauter un petit peu sur la partie de mes 20 ans, mais disons que c'est la vie d'adulte plus conventionnelle. Je me suis mariée, je me suis divorcée, j'ai fait une fausse couche, j'ai eu mon enfant. J'avais commencé un peu à lire,
sur la psychologie, la psychanalyse, la spiritualité. Et ceci m'amène à 30 ans. 30 se retrouve dans le titre de mon livre. C'est parce que c'est la période dans laquelle ça a bougé beaucoup. En partant pour un voyage sans escale, avec nos rêves pour Océan. Nana Mouskouri. J'avais soif à 30 ans de voyage, de liberté, de vivre plus intensément ma vie. Le mode de vie métro, boulot, dodo, ça ne me rentrait pas dans la tête. J'arrivais pas à accepter que la vie c'était que ça. Une vie de responsabilité, courir de gauche à droite, entre la garderie, entre l'école, entre les commissions, pas le temps pour souffler, pas de temps pour la magie, pour la joie. Alors, j'ai tombé, j'ai retombé, j'ai fait un épuisement. Mon corps ne voulait plus me suivre. Il s'est assuré que j'allais rester là. Le premier mois, il y avait juste les yeux qui bougeaient, mes yeux. Je l'ai passé couché, le premier mois, je l'ai passé couché dans un lazy-boy à regarder dehors. Je n'étais pas capable de rien faire d'autre. Quand que je me déplaçais juste dans la maison, le cœur me débattait comme si j'avais couru le marathon. L'épuisement est arrivé, entre autres, parce que je mettais toute la faute de mon divorce sur mes épaules. J'avais un travail que j'aimais plus. Ça me donnait plus de challenge. Je ne savais pas si c'était la branche de la profession ou la nature de la compagnie, mais ça ne marchait pas. Avec mon fils, c'était un petit peu aussi en garde partagée, c'était spécial à vivre. C'était pas facile. Donc, j'ai dû refaire un ménage à ce moment-là et je me suis avoué quelque chose. Et j'avais déjà été malade à 18 ans. Et là, je me suis dit, si je ne vis pas selon ce qui vibre en moi, selon mon âme, je vais passer le restant de ma vie malade. Je me suis même dit, s'il faut, je vais passer ma vie tout seul, mais je vais être heureuse et je vais être moi. Je vais être moi-même. Donc, j'ai eu du ménage à faire. J'avais conscience que j'avais un ménage de bagage familial, un ménage sociétaire. Parce qu'à 8 ans, j'avais réalisé que je n'allais pas avec les gens autour de moi. Mais à 30 ans, je le réalisais encore. Puis qu'est-ce que je voyais? Ça ne m'allait pas. Je rentrais pas en fusion ou ça me convenait pas. J'avais lu Guy Corneau. En fait, j'en ai lu beaucoup de ses livres. Guy Corneau, c'est un peu comme Nana Mouskouri. Il a été une clé très importante dans mon processus. Je me suis rendu compte grâce à lui que je n'étais pas seule sur ma planète. Lui parlait de création, de se créer. Il parlait aussi de spiritualité, mais c'est un psychanalyste. Il est terre à terre.
ses propos, sa façon d'écrire, j'ai même assisté à un atelier de lui, me rejoignait vraiment beaucoup. Puis quand on fait un épuisement, puis comme dans mon cas, quand j'ai commencé à avoir plus que les yeux qui me bougeaient, que j'étais capable de bouger, je n'étais pas encore assez en forme pour aller marcher, pas assez en forme pour aller trop loin non plus, pas assez en forme pour te laver les cheveux la même journée que tu fais une brassée de lavage. Tu ne peux pas faire grand-chose. Hein, le corps me l'avait dit. Là. Wow, tu t'attends, tu t'assois, puis tu te centres et tu fais du ménage. Sinon, moi, je ne te suis plus. Donc, j'ai pu mettre en application. En étant en épuisement, ça m'a donné l'espace du temps pour, oui, faire du ménage, comme je disais tantôt, sociétaire, familial, mais aussi pour essayer autre chose. Puis, je vais vous amener par rapport à ça à la création avec Guy Corneau. Guy Corneau, il explique, un enfant, il va passer une mauvaise journée, il va dessiner un nuage noir. Il va lui arriver quelque chose de le fun ou de plaisant, pardon. Il va dessiner des soleils. L'enfant, il a cette capacité d'être authentique avec lui-même, puis d'être en action-réaction avec ce qu'il vit, avec les douleurs qu'il vit. Mais en dessinant, il ne s'en rend pas compte, là. Mais lui, il extériorise, pas facile à dire à soi, mais pourquoi l'adulte, on enfouit, on cache, on étouffe? On est trop pressé, trop occupé pour prendre soin de nous autres. Ça prend un épuisement pour être capable de remettre les pendules à l'heure dans une vie. Même quand on arrive en vacances, des fois, on court pour arriver aux vacances avec toutes les choses de planifier. Puis on court aussi pour s'assurer qu'au retour, entre autres au travail, ça ne sera pas trop catastrophique. Quand est-ce qu'on a vraiment le temps d'arrêter? D'arrêter vraiment et de faire le point sur nous-mêmes. Quelle vie je veux? Qu'est-ce qui me rend malade? Qu'est-ce qui me rend triste? Donc, j'ai dessiné. Mais je me suis rendu compte que mes dessins n'étaient pas sombres du tout, du tout. J'ai même fait plus que ça. J'ai découvert que j'avais un fort côté artistique. Et l'épuisement m'a permis de l'exprimer et de le réaliser dans ma vie. Moi qui aimais danser et qui avais déjà dansé à l'adolescence et tout ça, avec l'école et même par des cours autres, je suis retournée, après mon épuisement, reprendre des cours de danse. J'ai commencé à jouer du violon. C'était un rêve pour moi qui était totalement inaccessible. J'ai commencé des cours d'équitation. J'ai toujours adoré les chevaux. Bref, grâce à mon épuisement, je me suis plus épanouie dans ma vie. Et je peux même vous dire que c'est à partir de mes 30 ans que j'ai commencé à sentir que j'existais et que je vivais vraiment ma vie. Oui, je suis encore confrontée, et beaucoup, à des choses qui ne sont pas faciles, mais j'ai jamais reperdu le lien entre ma vie matérielle, ma vie physique et mon âme. C'est ça qui est très important. Crie ton cœur, crie ta peur, ta folie, mais surtout, crie ton envie de vivre. Nana Mouskouri. Crie ton envie de vivre. OK. Quand on vit des traumatismes, beaucoup de violence, qu'on
qu'on tombe à genoux, qu'on tombe au fond, qu'on arrive au fond de qu'est-ce qui peut être supportable, comment on fait pour crier sa vie, vivre sa vie, passer à autre chose, en guérir en fait. J'ai trouvé 4 étapes qui résument, je crois, à ma façon, assez bien, mais il n'y a pas d'ordre. Ça dépend, je pense, de chacun par rapport à qu'est-ce qu'il a déjà fait comme ménage sur lui-même ou où est-ce qu'il en est rendu. Première étape. Cesser de se voir et de se sentir comme une victime. Ça peut être percutant, hein? Quand ça ne va pas, tu te fais dire « arrête de faire ta victime ». Ça peut paraître « arrête de te plaindre pour rien ». Tu t'es tout inventé ce que tu dis que tu vis. Tu te fais des histoires, mais c'est pas ça du tout, du tout. Cesser de se voir comme une victime, c'est simplement un changement de position en soi, un changement de rôle. Quand on est du côté de la victime, on est dans notre blessure, on est dans le passé, on est dans notre souffrance, mais ça nous garde dans l'inertie. On reste dans notre tristesse. Et c'est une roue qui tourne. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en sortir, ça se peut qu'on s'en sorte. Mais peut-être que ça va rallonger le cheminement beaucoup, par contre. En se sortant du rôle de la victime, c'est comme si on viendrait dire « OK, j'ai vécu de la violence psychologique, j'ai fait une dépression majeure, avec effet secondaire, l'anorexie. OK. Maintenant, je fais quoi avec ça? Je fais quoi? Fait. On vient dans notre cerveau, dans notre intérieur, faire de la place à passer à l'action. On sort de l'inertie de la victime. Ça aussi, c'est un processus. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Des fois, j'ai lu des choses, puis vous savez sûrement vous aussi, en spiritualité ou en travail personnel, ils nous le disent qu'on peut se répéter des phrases dans notre tête pour améliorer notre estime de soi. Fait que des fois, ça peut commencer par des petites choses comme ça. Juste se dire, OK, j'ai vécu ça, je suis prête à passer à autre chose. Et puis, à la longue, dans notre subconscient, il se passe un mouvement, ça bouge, parce qu'on tend vers l'action. Deuxième étape, le pardon. Pardon, c'est la même chose, hein? Le pardon, le fait de non pardonner, j'ai découvert que c'est comme si on avait un bouclier. Et le fait de pardonner, on viendrait baisser le bouclier. Donc, d'être facilement atteignable par notre ennemi. Donc, le non-pardon, au niveau du subconscient, devient pratiquement comme un moyen de protection. En même temps, le fait de pardonner, quand on souffre, on comprend que ça voudrait dire qu'on accepte ce que l'autre nous a fait, puis il avait raison de nous le faire. Mais c'est pas ça du tout. Parce que la personne qui vous a fait du mal, souvent, là, est plus là. Il s'en fout, elle s'en fout. Il est peut-être sur son divan, puis lui, elle ne se stresse pas du tout avec ça. Pire,
Il y a des gens qui blessent d'autres personnes et qu'ils ne s'en rendent pas compte, ou que ça ne les empêche pas de dormir du tout s'ils s'en rendent compte. Alors, quand on ne pardonne pas, c'est à soi-même que l'on fait du mal, avant tout. Le pardon, il faut le voir plus comme tourner la page sur quelque chose, un peu comme la victime. C'est d'accepter d'aller vers autre chose, pour soi. Pas pour dire, oh, c'est correct, tu m'as fait du mal, tu avais raison, je te pardonne. Non, 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 non. C'est pour nous lâcher prise et pouvoir passer à autre chose. Parce que le pardon, c'est comme le rôle de la victime, il nous maintient dans le passé. Il nous maintient dans la blessure. On peut avoir des flashbacks de l'événement qui a été pénible à vivre. Ça nous maintient dans le négatif. Il n'y a rien de constructif. La vraie façon de se protéger comme il faut, de se défendre comme il faut, c'est de définir nos limites et de les faire respecter. Il faut aussi, quand on vit quelque chose, ne pas refaire les mêmes erreurs. Ou avant qu'il soit trop tard, dans une situation X ou dans une relation avec quelqu'un, c'est de saisir, de ressentir que, oups, on glisse là. Non, à un moment donné, on le sent, il y a une petite lumière qui allume, puis non, c'est pas sain, ça. C'est d'arriver à percevoir avant qu'il soit trop tard. Et ça m'amène à dire qu'il faut essayer aussi de choisir nos batailles. Que ce soit avec une personne, un emploi ou toute autre situation, il faut laisser, je crois, du temps au temps. Souvent, on est emballé par nos émotions. Un nouvel amour, mettons. Les petits papillons, une nouvelle job. Hey, l'équipe a l'air super, patati patata. On s'emballe, on a hâte. En arrière de tout ça, on a l'espoir que ce soit la bonne job, la bonne personne. Il faut laisser du temps au temps. Il faut faire un pas de recul, puis observer. Quand on laisse parler juste notre émotion et qu'on veut aller trop vite, on se rend compte souvent 2 mois plus tard que oh, c'est pas ça que le nouveau patron m'avait dit. Oh, c'est pas l'ambiance de travail que je croyais. Oh, Monsieur X, il m'avait dit telle chose au début de la relation, 2 mois s'est passé, puis oh là, on n'est pas à la même place du tout. Donc, choisir ses batailles, c'est essayer de prendre un pas de recul juste pour observer un peu avant de s'investir et de se demander, ça a-tu l'air d'être une place pour moi? Ça a-tu l'air d'être une personne qui va m'aider à monter vers le haut ou elle va me tirer vers le bas? Habituellement, en regardant agir les gens, ça ne ment pas. Les paroles peuvent mentir, mais pas les actions des gens. Faut que j'en garde mes notes parce que je voulais tellement en dire. J'en dis beaucoup. 3e étape. S'accepter et se donner le droit d'exister pour se faire accepter. Il y a beaucoup de choses, moi je crois que tout part de soi. On ne peut pas demander à quelqu'un qui nous accepte si nous, on ne s'accepte pas soi-même. Moi, pour arriver
à m'accepter, puis tout ça, à 18 ans, entre autres, mais aussi lors de mon épuisement à 30 ans. Mais à 30 ans, j'avais déjà une conscience différente, parce que j'avais lu beaucoup, quand même. Le fait d'avoir déjà visité l'enfer aussi me fait comme bien préparer. J'ai trouvé... je me suis retrouvée à faire des introspections sous forme de méditation. Puis je suis allée, dans le fond, voir les blessures que j'avais, les manques qui sont dus à ces blessures-là. Et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire avec ces blessures, comment je pouvais faire pour me guérir ou en guérir. Mais en même temps, dans ce temps-là, dans cet espace-là qu'on a en nous, on va se demander, avec ce bagage-là, avec ce que j'ai en moi, avec qu'est-ce qui vit en moi, comment je veux poursuivre ma vie maintenant? Tu sais, ce que j'étouffe depuis des années, comment je lui donne vie dans ma vie? Moi, bien sûr, ça a été l'amour, le respect et la vérité. Beaucoup plus d'authenticité, de moments de joie et de la légèreté. Faire des introspections, faire des choix pour choisir une route qui nous convient, être heureux, va nous amener à faire du ménage et à prendre des choix. Comme je disais tantôt, il y avait le bagage familial, le bagage sociétaire. Il va y avoir des choix qui vont se faire. Il va y avoir peut-être des personnes qu'il va falloir tasser de notre route, même si ça demande des deuils à faire. Mais vient un temps où on n'a pas le choix. On arrive comme à la jonction de deux chemins. C'est se choisir ou on va continuer d'être dans le même chemin qui nous rend malade. Faire des choix, ça peut être aussi peut-être changer de travail. Et faire des choix pour être vraiment sur notre route, peut-être que ça va être de déménager pour occuper un lieu qui nous ressource, qui nous ressemble, et que ça a toujours été un rêve qu'on ne s'est jamais permis de réaliser. Mais faire de l'introspection, c'est vraiment aller à la rencontre de son âme, à la rencontre de soi. De se poser les bonnes questions pour pouvoir poser les bons gestes et faire les bons choix par la suite. 4e étape. Cesser de s'expliquer à outrance. Il faut s'expliquer. Il faut parler avec les gens. Il ne faut pas fermer la porte. De nos jours, des fois, il y en a qui se laissent par texto. Puis, bon, déjà, s'il est averti, c'est bien, mais en tout cas, il faut s'expliquer. Mais comme je le disais au tout début, on n'a pas le même cheminement personnel. Et on n'a pas tous le même goût d'entreprendre un chemin personnel, de vouloir s'élever, atteindre la lumière, être plus heureux, être plus léger. On n'a pas toutes la même envie et la même force de vouloir résister aux ombres autour de nous, au mal autour de nous. Il y en a qui pensent, et c'est vraiment très triste, je me l'ai fait dire, que je n'avais pas le choix d'accepter la jalousie et l'hypocrisie parce qu'il y en aura toujours. Oui, nous avons le choix. Parce que tant et aussi longtemps que les gens vont penser qu'ils n'ont pas le choix, en agissant ainsi, c'est de donner le droit aux valeurs négatives de prendre le dessus. Par rapport à cesser de vous expliquer à outrance, il vient un temps, à un moment donné, où ce que pète puis répète, c'est pas bon du tout pour notre mental.
C'est pas bon pour notre estime de nous non plus, parce qu'on se remet toujours en question. On essaye de s'expliquer, on cherche peut-être finalement à se faire respecter encore, à avoir de l'amour de l'autre. On cherche peut-être, ce qui était dans mon cas aussi, espérer ouvrir une petite porte de la conscience de l'autre personne à dire « respecte-moi ». Mais c'est leur choix. Mais ça ne veut pas dire que vous devez subir leur non-ouverture. Ça ne veut pas dire qu'il faut que vous renonciez à qui vous êtes pour autant. Mais pour vous protéger, il va y avoir un choix à faire de cesser de vous expliquer et de passer votre énergie sur des énergies négatives. Ça m'amène à vous demander, à ce que vous réfléchissiez sur le respect et la violence. Moi, un jour, je me suis posé la question. Qu'est-ce qui cause le manque de respect? Ou à partir de quand on manque de respect? Et à partir de quand on peut dire que c'est de la violence? Un manque de respect, selon ma définition, c'est quand quelqu'un veut vous dire quelque chose ou vous faire quelque chose qui est désobligeant, qui fait mal. C'est négatif, c'est pas positif, habituellement. Mais que, malgré tout, pas que c'est léger, mais que ça va passer. La violence, tant qu'à elle, c'est le manque de respect, mais en plus avec une sorte d'emprise mentale ou de contrôle, selon moi. Donc, on va juger, mais on va forcer l'autre personne à faire ce que l'on dit. On va forcer, ou les gens qui font ça, vont forcer les autres à penser selon qu'eux pensent. Ou c'est tenir aussi les autres tout le temps responsables. Toujours mettre la faute sur les autres. Toujours rabaisser l'autre. C'est de la violence psychologique d'une certaine façon. Je me suis demandé aussi, qu'est-ce qui pousse ces gens-là à avoir conscience ou non du mal qu'ils font? Pourquoi ils le font? Ceux qui sont habitués avec la psychologie, je pense que c'est plus la psychanalyse, mais il y a un terme qui parle d'ego. Et ça, je crois que c'est à la base de bien des petites luttes, des chicanes, et plus que ça encore, là. La violence et peut-être même la guerre. Mais l'ego, c'est une genre de structure, c'est un personnage que l'on construit toute notre vie. Mais qu'en général, comme on parlait au début, 0 à 7 ans sont les années les plus importantes d'une vie, paraîtrait-il. Qu'est-ce que l'on construit est en réponse à des blessures et à des manques. Exemple, j'ai manqué de reconnaissance. Dans ma vie, je vais avoir construit une façon de faire que je sais qui fonctionne pour aller chercher la reconnaissance des gens. Des fois, on peut être dans le paraître beaucoup. On veut avoir probablement le regard sur soi, l'accord des autres, se sentir important, peu importe. L'ego, c'est une structure que l'on construit. Vu comme ça, on peut dire, ben, c'est correct, ça nous protège. Mais non, l'ego est construit sur des bases de blessures.
On s'est construit ça pour, ça a un thème vraiment psychanalyse, là, que je me souviens plus, mais comme pour rendre la souffrance tolérable et compenser nos manques. Manque d'amour, manque de reconnaissance, manque de tendresse, tout ça. Et l'ego ne peut pas être amour, justement, en étant basé sur des blessures. Ça va toujours rentrer en confrontation avec les autres. On va chercher à avoir le dernier mot, avoir le droit sur tout, peut-être à contrôler quelqu'un, à vouloir qu'il fasse ce qu'on dit, à décider quand il devrait avoir mal alors qu'on l'a blessé. Autre chose que j'ai trouvé dans mes expériences qui peut causer la violence ou vraiment des froids, des chicanes, des creux, des fossés entre les gens, c'est le déni. Habituellement, le déni, la personne est consciente qu'elle a fait quelque chose de méchant, qu'elle a blessé. Mais elle ne veut pas prendre sa part de responsabilité. Lève le tapis, met ça en dessous du tapis, baisse le tapis, on n'en parle plus. Le plus triste là-dedans, et je l'ai vécu, et je le vis encore, c'est que pour ces personnes-là qui cachent en dessous du tapis, il faudrait que la personne qui a eu mal fasse semblant qu'elle ne sache pas qu'est-ce qu'il y a en dessous du tapis. Ceci m'amène à ma finale. Entre la violence, le déni, tout ce qui peut faire mal à quelqu'un. Et l'autre côté, tout à l'heure, je disais de descendre en soi, faire des introspections, aller à la rencontre de son âme. Pour moi, il y a vraiment un parallèle très, très proche. Quand on descend en notre âme et qu'on ose aller affronter nos démons, nos blessures, nos souvenirs désagréables, des deuils qui ne sont peut-être pas terminés, mais même rencontrer nos rêves, on va tomber dans une phase d'acceptation. On va se sentir plus léger. Au lieu d'étouffer, comme je disais tout à l'heure, on va se permettre d'être. Par contre, ce n'est pas le chemin le plus emprunté de ces temps-ci, de se regarder le nombril, de s'auto-analyser soi-même. C'est douloureux. Ça peut être douloureux. C'est plus facile de ces temps-ci de compenser notre manque, notre blessure en allant ou en passant par la surconsommation, en compensant. Trop de vin, trop de travail, trop de sexe, s'acheter des choses tout le temps. C'est trop facile aussi de jamais prendre le blâme de quelque chose qu'on a fait sur nos épaules. C'est toujours plus facile de remettre sur le dos de quelqu'un, au pire en criant, au lieu de se prendre en main soi-même. Pourtant, se responsabiliser soi-même, pour moi, c'est la clé, la première étape d'un amour à soi, pour recréer sa vie, mais aussi pour être amour avec les autres. Lorsque l'on comprend ce que l'on vit en soi, on va avoir tendance à au moins accepter ce que quelqu'un vit. Quand on décide de mettre de la lumière dans notre vie, puis de la légèreté, puis de la joie, on va avoir tendance, on va vouloir que nos actions tendent vers la joie. On ne cherchera pas les personnes destructrices.
Et on va souhaiter ne pas être un destructeur aussi. En connaissant notre parcours de vie, en allant, comme je disais tout à l'heure, à l'encontre de nos démons, on sait à quel point c'est pas facile de se prendre en main et comme de se reconditionner à quelque chose de différent. Quand on touche à cette présence en soi, on va cesser de juger les autres aussi. On a assez de nos bébites à gérer. On comprend qu'on a notre parcours. En ouvrant notre conscience, on va arriver à comprendre que les autres ont leur parcours. On va comprendre aussi que nos actes et nos paroles ont une influence sur les autres, sur ce qui nous entoure. Ça aussi, on l'a déjà entendu du côté spirituel, peut-être même psychologique. Si on met de la joie en soi, on va créer de la joie. Si on porte le négatif tout le temps en soi, dans nos idées, c'est juste du négatif qui va nous arriver. C'est la même chose. Si on travaille sur soi, on vient à prendre conscience qu'on a une répercussion aussi. Nos actes, nos paroles ont une répercussion chez les autres. Et c'est là le parallèle très serré entre le travail de soi et l'amélioration de soi, de l'amour envers les autres. Parce que la violence, selon moi, ou le manque de respect, c'est un manque d'amour envers soi-même, qui des fois, dans certaines situations, peut se traduire par de la frustration, de la jalousie ou de l'envie envers une autre personne. La manque de conscience de soi. Quand on ne voit pas clair en soi, qu'on ne prend pas la peine d'aller voir ce qu'on cache en nous, on ne peut pas ne pas juger quelqu'un d'autre, on ne se comprend même pas soi-même. Tout part de soi. Un manque d'acceptation de nos propres limites, ça peut faire en sorte qu'on va juger ça aussi. Ou vouloir contrôler les autres. La violence est aussi, selon moi, un manque de maturité. Un gros manque de maturité. Qui dit maturité, dit autonomie. Il faudrait que les gens conscientisent la conséquence de leurs actes et de leurs paroles. Pour ça, il faut avoir une ouverture d'esprit. Il faut que l'ego se calme, justement, pour avoir la transparence et au moins la gentillesse quand on dit quelque chose qui était vraiment pas dans le but de blesser, de pouvoir au moins s'excuser auprès de la personne. Pour terminer, j'ai des phrases que je tiens à vous dire. Personne ne peut contrôler vos actes ni vos pensées. Personne ne peut décider si vous devez avoir mal ou non. C'est vous. C'est vous qui savez elle est où votre limite et quand quelque chose vous fait mal. Et c'est vous qui pouvez accepter si vous acceptez de vous faire mal ou si vous décidez que c'est assez. Comme je le dis à la fin de mon livre, je l'ai compris que trop tard. Ne portez pas le poids du mensonge des autres sur vos épaules afin de les protéger. L'histoire de mettre des actes et des paroles en dessous du tapis, faire semblant que ça ne s'est jamais passé, alors que vous êtes concerné et que ça vous a peut-être détruit à certains niveaux, peut-être brisé votre estime ou même s'il y a des gens d'autres personnes qui sont concernées, ça peut peut-être venir briser un peu, là j'ai pas le mot, mais votre image.
Ne portez pas le mensonge des autres. Ne portez pas non plus leurs blessures. C'est à eux de faire le ménage en eux. Souvent, les gens vont avoir beaucoup d'attentes envers les autres. Et ces attentes-là, ils s'attendent à ce que leurs besoins soient remplis par les autres. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Chacun est maître de répondre à leurs propres besoins. Choisissez de vivre votre liberté et l'amour de votre propre existence. Comme le dit aussi, si bien Nana dans sa chanson « Cri », laissez à ceux qui vont suivre un écho de joie. N'oubliez pas que vos actes et vos paroles sont créatrices.